an example of the file containing tags with the segmentation through the explicit marks. And in the first sequence, you can see the username of the person who typed these tags that we use for the corpus. Yeah, is Arabic, is colloquial, is something that everybody can see in Facebook, for example. That was a blog. The second sequence is the code that we gave to the tags. And following, we can find the tags in Arabic, the tags in transliteration in Arabic script, and the last is a part of the Italian translation. Here you can have an image of the final step of the corpus with the different columns. The first one is the corpus, the name of the corpus, where we put the text. The second one is the codes that we gave to the text. Following, we have the paragraph, the word, the Arabic word, the transliteration, the translation, the lemmatization, the part-of-speech tagging, and the notes for that word coming from dialect or French or English. So thank you. Have a good day. كان الباب مفتوح للأسئلة بالنسبة للموضوع الجوج. أسئلة. أبدأ السؤال فرنسي عربي. على الحين كنت طرح السؤال بأي لغة. Vous avez parlé de 85% au départ. Est-ce que vous vous êtes concentré principalement sur l'arabe dialecte égyptien, ou est-ce que vous avez des études sur d'autres dialectes? Et l'étude, comment elle s'est faite? Parce que vous avez parlé juste d'une étude empirique. Est-ce qu'une étude plus poussée, quelle étude exactement vous avez faite? Oui, en fait, c'est une bonne question parce qu'on a travaillé surtout sur l'arabe égyptien pour plusieurs raisons. Pour le fait qu'elle a préparé les dialectes arabes pour lesquels plus de matériel est disponible, parce qu'en fait, on a des ressources lexicales qui sont très bonnes et puis parce que on a même d'autres études qui peuvent donner une série d'informations. Par exemple, comme on verra dans la présentation des projets en cours, on pense utiliser une monographie très intéressante qui a été produite par Hassan Guedalla, qui est un Égyptien qui s'est occupé de morphologie et phonologie comparative de dialecte égyptien et d'arabe classique. Et il a écrit un livre publié par Lincoln qui c'est le résumé de sa thèse de doctorat, où en fait il propose une série de règles phonologiques et morphologiques qui, entre guillemets, transforment l'arabe classique standard en arabe égyptien. C'est pour en fait réduire la nécessité de redondance dans la grammaire. Le chiffre des 85% est relatif à un petit corpus de textes de blogs que nous avons analysé, et donc c'est certainement une estimation qui n'est pas forcément exacte, mais qui selon moi, au moins pour l'arabe égyptien, donne assez bien les niveaux de similarité. Parce qu'en fait, une autre chose empirique qu'on peut faire, et ça, par exemple, je vous montre, ça c'est intéressant. Si on prend, j'ai une édition électronique du dictionnaire dont j'ai parlé, et voilà. Je vais reporter la structure mentale de mon ordinateur. Donc c'est ça. Ça c'est un très bon dictionnaire. En fait, j'ai ajouté manuellement même les racines que c'est une. Prenons par exemple une racine comme Kataba. Dans ces cas, si vous faites abstraction pour certaines différences de prononce, j'ai mis à pied un écran.
Et on regarde ici où Kataba commence. Et on a une seule forme qui en tant que telle soit exclusive du dialecte. Quand même à niveau de forme, mais souvent même à niveau de signifier. Donc on a Kataba qui on est de signifier, d'écrire et de préordonner les destins par Dieu. On a Kitab. Katib, Maktoub, Kitab, Kitabi, Kitabiyan. Le premier mot qui est seulement égyptien, c'est Kutubgi. C'est une forme qu'en arabe standard on ne trouve pas, mais clairement une forme qu'on peut rationaliser. Donc on pourrait même penser à morphologie qu'on prévoit un suffixe J d'origine turque, utilisé même parfois en arabe écrit, surtout pour certains noms, mais ça c'est typique de l'égyptien. Peut-être Kutubi aussi, c'est pas si répandu en arabe classique, mais sont des cas assez limités. Kutub Khana, puis on a Katib, Kutab, Maktab, guide, de nouveau c'est un terme qui n'est pas, mais c'est marqué comme obsolète, donc même en arabe égyptien est plus productif. Donc, si vous voyez, dans toute la racine Kataba, on n'a que 2 ou 3 formes qui ne sont en fait communes. Et si on analyse ce que j'ai trouvé qu'en fait donne souvent la perception d'une grande différence entre arabe standard et au moins certains dialectes. En fait, pour les dialectes du Maghreb, ça pourrait être un peu différent. Mais ça dépend de nouveau de... parce que même dans les cas de l'arabiche dont c'est occupé, de l'arabiche tunisienne dont c'est occupé Issa, souvent les problèmes est lié à la transcription du mot. Parce qu'en fait, si on transcrit selon les habitudes, juste les dialectologues, les dialectes marocains ou certains dialectologues proposent que dans un cas comme Ketzebe, on n'a aucune voyelle. On a des directeurs qui disent qu'on n'a absolument aucune voyelle, seulement un apex, un centre syllabique. Donc dans ces cas, c'est clair que si j'ai fait la transcription, je vais entre Katab et Ktub, on n'a rien à faire. Mais si on pense à la représentation habituelle du mot en arabe écrit, c'est le même mot. Donc, mon estimation est encore assez empirique, on n'a pas encore de base parce qu'il faudrait avant avoir des corpus un peu plus amples. Maintenant, nous travaillons dans la constitution des corpus parce qu'on a peu de corpus, relativement peu de corpus d'arabe mixte. Mais on a déjà des informations intéressantes, par exemple les dictionnaires de fréquences de Backwalter et Parkinson, où en fait on a un certain nombre de mots dialectales qui sont présents parmi les 5000 mots plus fréquents dans les textes d'arabe écrits et oral qu'ils utilisent, mais sont presque toujours des mots fonctionnels, donc des pronoms démonstratifs, des pronoms personnels, des formes de pronoms personnels démonstratifs, un certain nombre de formes même lexicales, mais souvent sont des formes qui ne tendent pas à être strictement monodialectales. Et donc, ces formes ne sont pas marquées dans les dictionnaires, surtout pour des considérations du bouddhisme. Par exemple, c'est clair que chaf, c'est un mot, c'est une façon alternative de dire voir en arabe contemporain, une chose que tous les arabes utilisent. L'effet qu'il s'écrit ou ne s'écrit pas est lié au fait que, par exemple, en anglais ou en français, un tel mot pourrait être utilisé ordinairement pour les écrivains ou pour qui fait des documents. En arabe, on a encore un certain purisme à ce niveau-là. Et donc, les gens sont plus sensibles à ce qui est norme et ce qui n'est pas consenti par la norme pour plusieurs raisons. Donc je pense que ça c'est un peu... Mais je n'ai pas encore des résultats. Donc, comment dire, mon travail présuppose une chose que je n'ai pas encore démontrée, mais une chose que je pense est vraisemblable. J'ai posé cette question parce qu'on a fait exactement pas la même expérience, mais la même recherche pour le dialecte marocain. Oui. On a un dictionnaire de 17 000 entrées de dialecte marocain. Oui. Et on est arrivé au même résultat. Oui, on a 86-80 avec une type statistique. On a utilisé la distance de Wittgenstein pour comparer les mots, etc. Donc c'est pour ça que j'ai posé. C'était vraiment très surprenant. C'est intéressant. Pour moi, c'est surprenant parce que je pensais que c'était plus baisse pour les Marocains. Non, vraiment, c'est exactement 86-87%. Et vous l'avez fait à niveau de formes écrites ou des mots écrites? Des mots écrits et la distance de Wittgenstein, l'avez appliquée parmi mots ou parmi simplement des textes? On a utilisé, au niveau du mot, on a utilisé les distances de Wittgenstein juste pour donner est-ce qu'on est dans la bonne voie, oui ou non. Oui. La première, pour donner un exemple, quand on dit à un Marocain
assis-toi, on dit parmi le dialecte, on dit brek. Et à un certain moment, quand on a cherché, Balaka, je crois qu'il y a une fikra même à la Balaka, la langue arabe. Ce n'est pas Balaka. Non, mais c'est pour le chameau. Exactement, c'est pour le chameau. Donc, il n'existe pas en arabe marocain. En arabe classique, n'est pas utilisé. Mais il a un sens, il vient de quelque chose, il y a une origine. Donc et à ce moment-là, on a commencé à faire une recherche, est-ce que les mots partagent la même racine en arabe? Donc on a trouvé 86-87% du dialecte marocain, il vient. Et il y a une étude algérienne qui a fait la même chose. Ah oui. Donc c'est une chose qui a vraiment même dans des dialectes qui sont considérés d'habitude plus loin de l'arabe classique, mais on aurait pensé que le dialecte marocain il n'est pas du tout loin, il est très très proche. Oui, mais en fait, je pense que si les vrais problèmes de la transcription, parce que si on utilise la transcription, il semble parfois loin parce que la prononciation est assez différente. Mais c'est vraiment une chose, c'est comme considérer pour l'anglais ou pour le français, comment dire, par exemple, le québécois est tout à fait différent du français. C'est pas comme ça, parce que c'est clairement français, mais prononcé de façon un peu différente. Donc, non, ça dépend du point. Je crois que ça dépend du point de vue. Pour la transcription, surtout, c'est une représentation phonétique, si on peut dire. Donc c'est là où on voit la différence. Parce qu'entre l'écrit et comment on parle, donc si on écrit en arabe, alors on n'a pas une grande différence, que ce soit pour n'importe quel dialecte ou en comparaison avec le classique. Mais la transcription, elle me permet, si on peut dire, d'entrer dans le niveau phonétique. Oui. Et c'est là la différence entre dialecte et autre, et entre dialecte et classique. Jalasa, gles et je laisse. Oui, ça c'est vrai. En fait, c'est une différence qui parfois est même formée. Si on regarde par exemple, ça c'est un cas particulier, regardons si je parviens à le charger. C'est un dictionnaire russe qui fait beaucoup d'opérations dans plusieurs langues. Et si on cherche... Oui. Ok. This is c'est le mot anglais pour... c'est pas en français, comment est-ce qu'il se dit? C'est-à-dire la... Occuper. La boa. Élaborer? La boa. In italiano è boa. La boa? Boa del mare, il mare, non ho capito nemmeno in italiano. La boa, quella che segna il livello dell'acqua. Il livello? No, quella che galleggia nell'acqua, però non so come si chiama. Le boa è una... Ça c'est intéressant parce que en dépit de signifier... Drapeau. Non, c'est pas un drapeau, il est flottant. C'est un signal flottant dans l'eau pour démontrer le niveau de la mer. Donc c'est des flottants qui sont rouges, sinon il est blanc. Donc ça dépend de... Mais en dépit des mots qui n'est pas tellement intéressant, c'est intéressant que dans ce cas, ça c'est une prononce de l'Amérique du Nord. Je ne sais pas si les sons sont transférés, peut-être non, mais comme vous voulez, dans la transcription phonétique, c'est oui. Oh oui. Oui, tandis qu'en British English c'est boy. So en British English ça fait la rime avec boy. En français c'est la bouée. Oui, c'est ça. C'est, oui. Et donc, ça vient du français probablement, mais une prononce diffusée en Amérique du Nord c'est oui, donc c'est une chose tout à fait différente. Tandis que dans la prononce anglaise c'est boy. Ça devient homophone avec garçon. Et ça se passe très souvent, c'est-à-dire même entre les variétés américaines et anglais de l'anglais, qui sont des variétés déjà assez standardisées. On a des différences de prononciation importantes. Si on commence à prendre des variétés d'anglais plutôt périphériques, mais je ne vais pas dire l'écossais parce qu'on dit l'écossais et autres langues peut-être, mais si on prend l'anglais parlé en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc., on a des différences qui sont plus ou moins peut-être par c'est difficile de donner une métrique des différences, mais peut-être comparer, je crois, ce qui se passe en arabe. Donc, je pense que c'est dommage que les dialectologues, pour
meilleure habitude et on considérait scientifique seulement la transcription de l'arabe dialectal en caractère latin, ce qui exagère la différence. Par exemple, une chose, pour terminer la question des voyelles, que je pense que c'est passé même avec les blogs d'Elisa, que même d'autres ont trouvé à propos des téléphones d'arabiche, donc d'arabe ou d'arabe écrite en caractère latin, et que qui écrit son dialecte en caractère latin tendent à ajouter plus de voyelles, même des voyelles qu'il ne prononce pas. Parce qu'il est habitué à l'idée qu'en caractère latin, il faut avoir des voyelles. Donc les systèmes d'écriture changent beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a Merci. Bonjour, je m'appelle Sadek Amar, étudiant de Master Big Data Analytics and Smart Systems au sein de la faculté FSTM. Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre effort pour améliorer la compréhension de la langue arabe. Merci. Ma question, est-ce que vous avez pensé des problèmes de contexte d'un mot? Ça veut dire surtout de la langue dialecte, où un mot peut prendre plusieurs significations, comme le mot dit Saïd, peut être un prénom ou bien un sentiment. Ça, c'est ma question. Merci. Oui, bien sûr, c'est une question très importante pour n'importe quelle analyse linguistique, surtout pour l'approche que j'ai à l'analyse automatique des textes, parce qu'en fait, si on veut analyser des textes à travers des règles, il faut, selon moi, parvenir à avoir une représentation sémantique comme output de ce système. Et dans cette représentation sémantique, il faut même aborder la question de l'ambiguïté. Je vais montrer, si on aura du temps après cette partie, un exemple de comment j'ai utilisé une grammaire de ce type pour analyser des expressions idiomatiques en arabe et en anglais, et de comment on peut utiliser ces systèmes pour réduire dans certains cas l'ambiguïté. Mais de façon générale, on a plusieurs types d'ambiguïté. On a l'ambiguïté des mots qui sont ambigus selon les contextes syntaxiques. Donc on a des cas où les mots, par exemple, ça se passe très souvent en anglais, mais même en arabe, lorsqu'on ne vocalise pas, lorsqu'on vocalise c'est plus rare, mais si on ne vocalise pas, on a l'ambiguïté, donc on ne peut pas savoir si on est d'arabe ou d'arbe, par exemple, c'est une ambiguïté. Et le choix entre d'arbe et d'arbe dépend du fait qu'il faut avoir un verbe ou un nom, ce qui peut être un master ou un nom utilisé normalement, etc. Et on peut penser que si la grammaire est suffisamment complète, en principe, elle peut réduire ou éliminer ce type d'ambiguïté. En anglais, ça se passe souvent. En anglais, pratiquement n'importe quel mot peut être un nom, un verbe, souvent un adjectif. Et donc, c'est la syntaxe qui réduit ce type d'ambiguïté. On a un autre type d'ambiguïté, et je vais aborder cela après, que c'est la véritable ambiguïté sémantique, qui souvent peut être liée à certaines propriétés argumentales, mais des sélections, pas toujours. J'essaie d'expliquer comment on va voir dans les expériences que j'ai faites qui impliquent une composante sémantique, pour des raisons à la fois pratiques et même en partie épistémologique, mais il faut discuter sur cela. J'ai tenté d'utiliser la représentation sémantique de WordNet en utilisant même ces links avec d'autres représentations, surtout d'ontologie, comme par exemple Sumo, d'autres ontologies qui sont liées à WordNet. Et dans ce cas, WordNet, c'est une grande ressource lexicale à l'origine de l'anglais, mais qui a été apportée dans diverses autres langues avec une couverture variable, même à l'arabe. Souvent donne plusieurs signifiés, identifie plusieurs signifiés pour le même mot. Dans ce cas, on a des ambiguïtés qui sont des ambiguïtés structurelles, qui sont difficiles à éliminer hors contexte. Et donc, au moins, en premier niveau d'analyse, il reste. Donc, on peut voir des ambiguïtés qui on ne peut pas forcément être en gré d'éliminer tout de suite.
Donc, même en arabe classique, au-delà de l'exemple que vous avez fait, dans certains contextes, c'est difficile de dire c'est aïn, veut dire œil, ou veut dire même, ou veut dire personne importante, etc. Peut y avoir tous ces signifiés, et souvent les contextes n'est pas suffisant à exclure une telle situation. Tandis que pour certains verbes, par exemple, la préposition, les régimes du verbe peut exclure certaines possibilités ou rendre plus probable autres possibilités. Ça, c'est pas souvent en arabe avec des verbes qui peuvent, par exemple, régir ala dans un sens ou li dans l'autre sens, par exemple, avoir un signifié à la fois négatif et positif selon la préposition. Ça fait disambigué. Mais en général, la réponse est oui, ça c'est un souci pour la grammaire formelle, surtout dans les types d'analyse que je fais, mais c'est un souci que à cet étage, une grammaire ne peut complètement résoudre. Elle peut réduire l'ambiguïté. Et je pense qu'en général, toute l'entreprise de l'analyse des textes, c'est un essai de réduire l'ambiguïté et de choisir la solution plus probable. Souvent, ce qui est différent dans mon approche par comparaison à d'autres approches qu'on utilise aujourd'hui, c'est que je donne plus d'importance aux règles. Et donc, j'ai plus le désir de réduire l'ambiguïté à niveau de structure et que de choisir la solution plus probable. Tandis que d'autres approches préfèrent de chercher la solution plus probable dès le début. Mais enfin, le lieu commun et les problèmes sont communs. Merci. أستاذ مرشد من القناة. السلام عليكم، شكرا على المحاضرة ومرحبا بك في المغرب. السؤال الأول، pourquoi on doit commencer par la formalisation de la grammaire pour l'arabe dialectique, on ne doit pas commencer par l'arabe standard, sachant que la plupart du texte c'est celui de l'arabe standard. Et ma deuxième question, ou bien une intervention, c'est que si on veut faire l'analyse dans tous les niveaux d'analyse, soit morphologie, on doit avoir un lexique. Et je pense que le problème de formalisation, c'est pas pas le problème, c'est le problème, est-ce qu'on a un lexique exhaustif ou non? Donc, ma question, est-ce que, c'est-à-dire sur le plan opérationnel, est-ce qu'on a un lexique qui contient tous les entrées avec toutes les informations, soit au niveau morphologique ou bien syntaxique et sémantique? Merci. Merci. En fait, votre question est très... les deux questions sont très pertinentes et bon, je réponds dans ça ensuite. Pour ce qui concerne la grammaire, j'ai longtemps travaillé à des grammaires de l'arabe standard en fait. Mais mon expérience d'enseignement, je travaille dans un département qui s'occupe des langues et littératures modernes en général. Et donc j'ai des étudiants qui aimeraient apprendre l'arabe pour l'utiliser. Donc c'est pas un département comme on a beaucoup même dans mon pays où on étudie surtout les textes classiques, etc. On a des étudiants qui sont intéressés à la communication, etc. Donc pour plusieurs années j'ai travaillé et j'ai enseigné surtout l'arabe standard. Mais je me suis aperçu qu'aujourd'hui c'est devenu impossible d'un point de vue avant tout pédagogique, de ne considérer pas l'existence des textes où on a d'autres formes. J'ai noté cela parce que c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant d'expliquer comment on perçut cette nécessité. J'avais une élève qui s'était intéressée à la figure d'Abdel Nasser à propos de la crise de Suez. Donc elle voulait étudier les discours du président Abdel Nasser. Et heureusement, on a un très bon site organisé à l'intérieur de la bibliothèque d'Alexandrie, de la bibliothèque virtuelle d'Alexandrie, avec un énorme recueil de discours, de documents audiovisuels, etc. du président Abdel Nasser. Et donc, on a choisi certains textes pour lesquels on avait des discours, on avait même la transcription. Mais cette étudiante ne connaissait pas l'arabe égyptien. Et elle a noté vraiment très peu de mots égyptiens qui étaient dans les discours d'Abdel Nasser, qui commençait souvent à parler en arabe classique, mais après il faisait un peu
traîner, même comme choix politique. Lorsqu'il voulait se montrer plus proche au peuple, il passait un peu en arabe plus informel. Et donc cet étudiant m'a dit, mais je ne vais pas traduire cela, parce que ces mots ne sont pas dans les dictionnaires. Et c'était ces éléments fonctionnels classiques, des mots assez simples, royal, pour-fils, des choses comme ça qui ne sont pas vraiment trop difficiles. Et donc je commençais à m'apercevoir que aujourd'hui, décider de traiter une grammaire sans aucune considération pour les formes d'arabe informel est une tâche qui risque de rester inachevée, parce qu'on aura la tendance à décrire des grammaires qui marchent seulement pour des textes très réglés, comme sont les textes en arabe standard. Donc, mon souci a été cela, même si j'ai continué à travailler surtout sur le texte en arabe standard, mais peut-être on va le voir même après, à niveau de grammaire, mais en fait, je pense qu'il faut quand même se poser le problème de l'intégration de certains phénomènes de l'arabe parlé qui ne sont pas tellement différents, après tout. Et donc, si on a l'exème, faisons un exemple très simple. Disons-nous que plus ou moins Ra et Shaf sont des synonymes. Peut-être Shaf n'est pas utilisé dans tous les cas où un classique utilisé Ra, mais disons-nous pour simplifier qu'ils sont des synonymes presque parfaits. Donc, c'est clair qu'ajouter un lexique Shaf, c'est seulement ajouter un autre verbe creuse, comme on dit en traduction française de la grammaire arabe, qui a seulement des propriétés morphologiques, etc. Pour le reste, il se comporte pratiquement comme Ra. Donc on n'a pas vraiment une augmente de complexité de la grammaire pour ajouter cela. Et donc je pense qu'ajouter quand même un peu de forme à la fois lexicale et fonctionnelle propre de certaines variétés de l'arabe parlé, je pense surtout aux formes qui Abdel Nasser définit en arabe. Donc des formes qu'on trouve pratiquement dans toutes les variétés d'arabe parlé, telles que Shaf, Rah, etc. En ajoutant ces formes, on augmente beaucoup la complexité de la grammaire, mais on améliore sensiblement la capacité de lire des textes réels. Pour les lexiques, absolument, ça c'est le problème numéro un, les problèmes pour lesquels l'ingénierie des textes travaille surtout avec des outils statistiques, parce qu'en fait c'est difficile de construire de grands lexiques. Mais le fait que cela soit difficile ne doit, selon moi, décourager l'analyse dans telle direction. Parce que toutes les fois qu'on a construit, avec un certain effort, des ressources lexicales très amples, informées, etc., comme on a été dans les différents domaines, Warnet, par exemple, pour l'anglais, pour l'arabe, la version arabe de Warnet, mais aussi l'analyseur de Backwalter et d'autres ressources, comme les ontologies qu'on a mis à... On a une expression très sympa dans la préfaction des documents qui accompagnaient la première version de Warnet, où Miller, le créateur de la ressource, dit qu'il avait décidé de créer une ressource exhaustive parce que toute la sémantique lexicale était organisée de cette façon. Quelqu'un faisait une théorie avec 20-30 exemples et laissait le reste comme exercice pour les lecteurs. Tandis qu'ils ont décidé de tester les comportements du lexique en codant tous les lexiques ou quand même une grande partie du lexique. Donc je pense que c'est absolument vrai, ça c'est le problème numéro un. Il faut avoir un lexique qui a toutes les informations pertinentes, ça devient très grand. Mais par exemple pour l'anglais, nous avons déjà presque les informations qui sont nécessaires, parce que vous mettez ensemble WordNet, VerbNet, FrameNet, qui sont déjà reliés entre eux par exemple des outils qui ont développé à l'Université Autonome de Barcelone qui a préparé des tableaux semi-automatiques qui mettent en relation en forme de VerbNet avec un trait WordNet, FrameNet, etc. On a déjà une grande quantité d'informations à la fois morphologiques, sémantiques, etc. Pour l'arabe, ces informations souvent ne sont pas disponibles, mais en principe, l'idée est qu'il ne faut pas écarter quelque chose parce qu'il était encore là. C'est clair que si on n'a pas des informations, il faut utiliser quelque chose d'autre ou les construire, mais la direction de ma recherche est définitivement vers cela. Merci.
Peut-être une dernière question, rapidement. Lorsque vous avez parlé les exemples que vous avez donnés concernant la syntaxe, dans les exemples, j'ai vu qu'il y a de l'information sémantique qui est partie, principalement le temps, tense. Oui. Donc ça ne peut pas servir pour finalement retrouver l'information sémantique complète. Oui, ça c'est vrai en fait, c'est écrit, et je crois, mais je peux survoler la formation. J'ai dit que j'ai exclu la sémantique pour simplifier. Je crois que je l'avais écrit ici, mais ça ne peut pas. Non, peut-être je l'ai enlevé. Dans ces exemples, on n'a pas d'information sémantique. Dans d'autres exemples que j'ai développés, que j'espère, s'il y aura du temps, je vais vous montrer, j'ai essayé d'inclure des informations sémantiques. En fait, ici, le temps n'est pas information sémantique, c'est l'information, à vrai dire, ici, syntaxique. C'est-à-dire, c'est un trait morphologique, c'est pas un trait sémantique ici. Parce que dans cette organisation du lexique, l'information du temps est marquée deux fois. C'est-à-dire une fois à niveau du temps sélectionné à niveau morphologique. Une deuxième fois sur l'interprétation sémantique de ces temps-là. Et ça, c'est pourquoi j'ai essayé de développer, comme on voit, des exemples de comment on peut utiliser cela, même pour la traduction automatique. Donc l'idée est d'avoir une représentation sémantique qui est la plus universelle possible. C'est un autre problème, bien sûr. Mais on va le voir. Merci. Merci. كما السؤال ممكن أما السؤال الأخير البداية تنشكر الأستاذ على العرض القيم الذي قام به، وتنشكر كذلك المنظم ديال هذا اليوم الأستاذ المنظم كلية العلوم بقنيطرة. Je m'intéresse surtout à la représentation que vous avez faite sur les grammaires catégorielles. À votre avis, quelle est la description la mieux adaptée à la langue arabe? Est-ce que c'est une grammaire, est-ce qu'il faut faire une grammaire générative, une grammaire catégorielle? Merci. Merci. En fait, ça dépend beaucoup du but qu'on veut suivre. J'ai fait de la grammaire générative pendant certains ans. J'ai étudié avec Luigi Rizzi, par exemple, à Genève, et j'ai même écrit des articles dans le cadre de la grammaire dite principe et paramètres, mais je me suis aperçu que vraiment l'implémentation, l'analyse automatique des textes n'est pas actuellement un vrai souci pour les modèles chomskiens des grammaires génératives. C'est-à-dire, les grammaires génératives, de façon un peu paradoxale pour moi, fait des grammaires formelles qui ne sont pas implémentées. Une chose formelle qui n'est pas implémentée, pour moi, n'est pas formelle. Je ne vais pas dire qu'une grammaire doit avoir une bonne implémentation. C'est clair que si vous prenez des définitions des mathématiques et vous l'implémentez de façon naïve, ça peut devenir impossible. Vous pouvez attendre 1 million d'années pour avoir un factorial d'une certaine... Mais en principe, il faut avoir un algorithme. Et ça n'est pas vrai pour les modèles de grammaire générative.